Moi, avant même de me préoccuper de l'avenir du parti de Vital Kamerhe et l'UNC, je me préoccupe de savoir l'état de notre justice. Et moi, en tant que citoyenne, je me dis que j'ai confiance en la justice. J'ai confiance en cette volonté d'instaurer l'état de droit dans notre pays. Alors, les juges ont tranché, ont donné leur verdict, les juges d'appel, en appel, et de 20 ans en première instance, on passe en appel à 13 ans. Bon, et maintenant, à M. Kamerhe et à ses avocats d'épuiser les voies de recours. Donc, j'ai appris qu'ils vont en cassation. Il faut attendre ce que la cassation va dire. Est-ce qu'elle va casser le jugement et retourner, parce que la cassation n'examine pas le fond de l'affaire, est-ce qu'elle va renvoyer au juge du siège? C'est à voir. Maintenant, évidemment, ça ne pouvait que créer un malaise, un profond malaise au sein de l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, un parti qui voit ainsi son leader incarcéré, la peine confirmée, même si elle a été réduite, mais 13 ans, c'est beaucoup. Alors, j'ai entendu qu'ils ont décidé, le secrétaire général a annoncé la suspension de toute coopération avec, au sein de CASH. Bon, c'est une décision qui leur appartient, mais d'autres disent non, au contraire, restons au sein de CASH. C'est au sein de CASH qu'on va pouvoir peut-être discuter davantage, voir comment les choses peuvent évoluer. C'est notamment l'ancien ministre du Budget, Mayo, qui a dit non. Voyons comment les choses ont évolué. De 20 ans de prison, on est passé à 13 ans. Peut-être que demain, c'est l'acquittement. Bon, c'est leur souhait. Et effectivement, il y a division. Mais les jours à venir nous permettront de savoir ce que le leadership de l'UNC aura décidé. Mais moi, j'ai toujours dit, ceux qui ont eu à proclamer l'injustice en disant que c'est un procès politique, j'ai toujours dit, il faut voir les faits. Il faut revoir ce procès qui nous a été diffusé sur les médias. D'ailleurs, grâce à l'UNC, rappelez-vous, c'est eux qui ont demandé, voilà, un procès public. Et moi, quand je vois les faits, je suis portée à croire que les juges ont vraiment décidé en leur âme et conscience et que la justice a été rendue au nom du peuple congolais. Je suis profondément choquée par la décision du Sénat de rejeter la demande de levée des immunités de M. Matata Ponyo. Et quand vous demandez est-ce que le Sénat ne nous montre pas un visage, moi je ne suis pas étonnée. Je suis choquée et pas du tout surprise du Sénat. Rappelez-vous, ce Sénat, la plupart d'entre eux, la plupart des sénateurs sont là parce qu'ils ont corrompu. La corruption a été encore beaucoup plus flagrante qu'à l'Assemblée nationale. Et permettez-moi de vous dire que moi, j'estime que le Sénat congolais est malheureusement un repère de personnages totalement malhonnêtes. Hein, je ne mâche pas mes mots, malhonnêtes, ils manquent totalement d'intégrité, ils n'ont pas le sens de l'État. Et quant à M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre, je dirais que cette décision de rejeter la demande de ces immunités consacre ce que j'appelle l'honneur perdu de Matata Ponyo. Il n'y a aucun Congolais dans cette ville, sauf ses partisans proches, qui croient que Matata Ponyo est innocent. Évidemment, il n'a pas été jugé, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais s'il était tellement persuadé qu'il n'a, comme il a eu à le dire sur les médias, oui, je n'ai pas touché, pas un seul denier public, etc., etc. Si vous êtes tellement convaincu de votre innocence, eh bien,
En homme d'État, qu'est-ce que vous dites? Levez les immunités. Je vais aller devant la justice. Je vais confronter la justice avec mes avocats. Au contraire, non, on fait des messes basses, on fait des arrangements entre amis, copains du Sénat pour qu'on ne lève pas vos immunités. Et c'est absolument scandaleux. Et aujourd'hui, le Congolais de la rue est convaincu maintenant que M. Matata Ponyo n'est pas innocent. Parce que s'il était innocent, comme je l'ai dit, il irait devant la justice. Alors c'est totalement malheureux. Et quand on pense aux leçons de gouvernance, aux leçons de lutte contre la corruption, etc., que Matata Ponyo a eu à distiller, à donner. Je me souviendrai d'ailleurs d'une séance académique de M. Matata Ponyo au Conseil économique et social, où effectivement il nous a parlé de gouvernance, de lutte contre la corruption. Mais non, c'est de la rigolade. On se moque du peuple congolais. Mais ce que j'aimerais dire, terminer sur ce sujet, c'est que malheureusement pour lui, M. Matata Ponyo ne perd rien pour attendre, parce que ce n'est pas terminé. Le procureur est allé plus loin, parce qu'il demande effectivement l'interprétation des dispositions de la Constitution en cette matière-là, parce qu'il a commis des crimes, ce dont on l'accuse avant d'être sénateur, donc ça ne colle pas, sa ligne de défense ne colle pas. Et s'il était aussi un homme intègre, un homme qui avait le sens de la redevabilité envers le peuple congolais, ce qu'il ferait, comme on fait dans un pays organisé, c'est de dire, oui, j'ai construit une école, j'ai une université, j'ai des hôpitaux, j'ai fait ci et ça, voici mon train de vie, eh bien, voici d'où je tire les fonds pour avoir construit tout ça. Mais tout ça, c'est d'une telle opacité, c'est proprement scandaleux. Mais moi, j'ai confiance. Nous avons effectivement subi des décennies d'impunité, de violation de la loi, de passe-droit, parce que certains dans notre pays pensaient que ça allait continuer éternellement. Eh bien non, c'est le début de la fin. Le début de la fin de tout ce genre de pratiques d'exaction. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux fameux mots de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui, dans une célèbre vidéo, avait dit « Mais est-ce que vous imaginez si nous perdons, mais ça va être la catastrophe ». Effectivement, c'est le début de la catastrophe pour ceux qui pensaient comme ça continuer à piller, voler le peuple congolais. Parce qu'au final, c'est le peuple congolais qui souffre de toutes ces mauvaises pratiques. Et exactement, la levée le refus de lever les immunités, c'est aussi cela. Parce que les sénateurs, beaucoup d'entre eux savent comment ils sont arrivés au Sénat. Comme je vous l'ai dit, c'est à coup de fraude, de corruption, d'achat de conscience, etc. Et ils savent quand ils sont là, ils ont des immunités. Donc, ils ne vont pas lever les immunités de M. Matata Ponyo pour qu'il y ait en quelque sorte jurisprudence, pour que demain, eux-mêmes soient exactement. Willy Bakonga, c'est le même cas. Et c'était proprement scandaleux. Un ministre avec un portefeuille aussi important, un portefeuille dont dépend l'avenir du pays, dont l'éducation, il s'est permis comme ça de détourner, de voler et puis d'essayer de s'enfuir. J'ai vu une vidéo qu'il avait fait, une interview qu'il avait donnée à une journaliste, je crois Sylvie Bongo, voilà, où il parlait en lingala, non, la main sur le cœur, il disait que c'est impensable voler l'argent de l'État, et voilà, il est en plein. Et non content de ça, sans honte, hein, comme on dit en lingala, Basila Soni, il veut retourner au Sénat en se disant, je vais aller me cacher là-bas, parce que là-bas, on ne va pas lever mes immunités. Eh bien, les choses commencent à changer, et tant mieux. Tant mieux pour la République, tant mieux pour le peuple congolais. Eh bien, c'est la troisième vague de la Covid, c'est une situation très préoccupante. Nous avons eu à le dire,
ici au Congo, mais aussi en Afrique, à se réjouir en disant « Le Seigneur nous a épargnés ». Parce que, rappelez-vous comment les autres pays, les autres continents ont été affectés par la Covid. L'Europe, l'Amérique latine, mais surtout les États-Unis, le nombre de morts, presque 500 000 morts. Et nous étions épargnés. Aujourd'hui, on nous parle de troisième vague, on nous parle de variants, variant indien, variant ceci, etc., etc. Et effectivement, c'était de la responsabilité du chef de l'État, qui est le garant de la stabilité du pays, qui est le protecteur suprême du peuple congolais, de prendre des mesures. Et je suis sûre qu'il a pris ces mesures en se basant sur les recommandations des scientifiques, des experts. Et j'écoutais aujourd'hui à la radio, l'OMS se dit d'ailleurs préoccupée par cette tendance de regain de la Covid dans notre pays, des personnes affectées et des personnes qui décèdent. Le chef de l'État aussi l'a dit. Donc, il fallait prendre des mesures. Les mesures sont impopulaires, mais il faut que les Congolais, chacun de nous, fasse preuve de responsabilité. C'est une histoire qui nous regarde tous. Donc, masque, gestes barrières, plus que jamais, il faut respecter. Et surtout, vaccination. Donc, j'applaudis des deux mains, bien que c'est dur. Et on a vu dans d'autres capitales, même occidentales, comment les gens se sont révoltés à cause du confinement. Mais la petite note que je voudrais ajouter, c'est que c'est dommage que parfois certains éléments de nos forces de police ou de sécurité en profitent pour se faire de l'argent. Quand on dit couvre-feu, nous, il y a une semaine, on l'a bien subi, on vous stoppe. Non, en fait, c'est qu'ils veulent un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est parce qu'ils sont mal payés. Ils travaillent dans mauvaises conditions de travail. Donc, tout ça est lié. Mais oui, les mesures devaient être prises. Et c'est ça le problème quand un chef est en déplacement comme cela. Le chef de l'État est à l'Est. Je pense qu'il revient aujourd'hui. Et bon, les gens veulent l'accueillir, le suivre. C'est difficile, même pour les forces de sécurité, de gérer cette situation-là. On l'a vu hier, le retour de Gbagbo. Eh bien, regardez les scènes en Côte d'Ivoire. Donc, quand le délire est là, bon, les forces de sécurité ont mal à gérer. Et en Côte d'Ivoire, ils ont même dû recourir au gaz lacrymogène. Mais c'est vraiment la responsabilité de nous tous de tout faire pour que cette nouvelle vague ne fasse pas plus de victimes. D'abord, j'aimerais dire, bon, les gens diront que c'est une question de sémantique. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Cette notion de congolité, je préfère parler de congolisation. Congolisation, j'entends par là cette appropriation de notre souveraineté. Je comprends par là que c'est un processus. Congolisation, ça veut dire le Congolais d'abord, dans tous les domaines, le travail, etc., les opportunités, le crédit. Il faut penser Congo, il faut penser Congolais. Maintenant, cette question de savoir, faut-il être de père et de mère congolais pour accéder à la magistrature suprême, pour accéder à d'autres fonctions aussi. Je vous le dis sans embâche, je suis pour. Parce que, vous savez, la question de la nationalité, c'est une question très, très sensible dans tous les pays du monde. Et chaque pays se détermine sur cette question, adopte sa législation sur cette question, basée sur son histoire spécifique. Et chez nous, on a une histoire violente, une histoire douloureuse. Nous avons 9 pays voisins, 9 pays limitrophes. Et ces dernières décennies nous ont montré comment des étrangers ont comme ça accédé à des postes de responsabilité
et accédant à ces postes, au lieu de penser à l'intérêt du Congo, au lieu de penser Congo, on pensait au pays d'où ils venaient. Vous savez, la nationalité, c'est une question d'allégeance. Vous faites allégeance à quel pays? Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, est pour la double nationalité. Moi également. Mais je dis que cette double nationalité, oui, vous l'avez, si vous l'obtenez, si demain la Constitution change, parce que dans la Constitution, la nationalité congolaise est exclusive, mais si ça change, je dis oui à la double nationalité, mais quand vous voulez postuler à des postes de responsabilité, à des fonctions électives, eh bien non. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas avoir un député, un sénateur qui est congolais et puis qui est français, congolais, rwandais, congolais, américain. Bon, ils sont nombreux, mais qu'ils fassent autre chose. Il y a plein d'autres opportunités à faire, à saisir au Congo. Parce que je dis toujours, je donne un exemple, je dis demain, nous révisons à nouveau le code minier ou le code forestier. Et vous êtes député, vous êtes congolais, mais vous avez notre nationalité d'un pays XY. Et ce pays XY a des entreprises, a des intérêts dans votre pays, veut plutôt que le code minier soit en défaveur du Congo, soit le code forestier en défaveur du Congo. Notre eau qu'on veut nous détourner de l'Ubangi se prononce pour le détournement, le transfèrement de cette eau ailleurs. Vous faites quoi, vous, en tant que député national siégeant à l'Assemblée nationale congolaise? Vous votez dans le sens des intérêts de la RDC ou bien dans le sens du pays XY dont vous avez aussi la nationalité? Alors c'est une question, c'est une question. Et pensez-vous que le pays dont vous avez aussi la nationalité va vous laisser tranquille, va pas essayer de vous lobby, de vous corrompre? C'est absolument essentiel. Donc les fonctions électives, les fonctions comme ministre de la Défense, les fonctions comme patron de l'ANER, le chef d'État-major. Est-ce que vous vous imaginez que nous avons eu à un moment donné de notre histoire récente dans ce pays un chef d'État-major étranger? Et vous voulez que nous rebissons cette situation? Et au niveau de la magistrature suprême, là je dirais, j'irai beaucoup plus loin encore, je dis oui, de père et de mère, et surtout pas de double nationalité. Citez-moi un seul pays au monde où le chef de l'État est à la fois ressortissant du pays où il brigue la magistrature suprême et ressortissant d'un autre pays. Il n'y en a pas. Donc il faut, bien que ça soit difficile pour certains pour accepter, mais c'est une réalité. C'est là où je dis que beaucoup de choses se disent en ce moment. Parfois, il y a de tout, hein, il y a à boire et à manger, mais c'est un débat que nous devons avoir, un débat public que nous devons avoir, et nous devons essayer d'avoir un débat apaisé, un débat réfléchi. Et je trouve absolument scandaleux qu'il y ait des gens qui occupent pourtant des fonctions, qui vont devant les médias menacer ceux qui ne sont pas de leur avis en disant s'ils osent, on va leur faire ceci, s'ils viennent à l'Assemblée, on va s'occuper d'eux, leur régler leurs comptes. Mais vous savez que dans d'autres pays, un député ou quelqu'un de connu ou même d'inconnu qui profère des menaces de mort envers ses concitoyens, le procureur s'est saisi de l'affaire et on le traîne devant la justice. Mais chez nous, on les laisse. On les laisse faire ces professions de foi absolument scandaleuses devant les médias. Et non, il est temps d'avoir un débat sérieux, réfléchi, apaisé, que chacun apporte ses arguments et qu'on voit dans quelle mesure nous allons changer la Constitution, nous allons changer la loi. Oui, je suis pour que tout candidat congolais à la magistrature suprême soit de père et de mère congolais.